Je suis professeure d'histoire. J'enseigne à la fois au lycée Marcellin Berthelot et à l'INSEP. Alors je passe de l'un à l'autre plusieurs fois par semaine. Ici, les élèves sont aussi et surtout des athlètes. Ils viennent de partout, de France métropolitaine ou ultramarine, parfois même d'ailleurs. Le double projet doit leur permettre d'atteindre le haut niveau dans leurs disciplines respectives, tout en suivant la scolarité des jeunes de leur âge. Dans une classe de l'INSEP, il y a les petites gymnastes et les très grands basketteurs, des judokas toujours au régime et des escrimeurs qui se resservent à la cafette, ceux qui vont vivre de leur pratique et ceux qui devront aussi choisir un métier. Leur emploi du temps est un casse-tête au quotidien, entre les entraînements, les cours, les kinés, les compètes, beaucoup de contraintes, d'exigences, de pression, beaucoup d'espoir aussi. Ils sont à l'aube de leur carrière. Certains écriront l'histoire de leur sport, d'autres non. Depuis 2005, je coordonne le projet Histoire et travail de mémoire. Pour moi, tout est dans le titre. La mémoire est un travail bien plus qu'un devoir. Et même si c'est un lieu commun de le dire ainsi, la connaissance du passé n'a de sens que si elle éclaire le présent. Lorsque je traite avec des élèves la démocratie athénienne, je veux qu'ils s'interrogent sur la démocratie au XXIe siècle. Je veux former des esprits critiques, des citoyens. Les terminalistes de cette année, je les connais tous depuis leur arrivée à l'INSEP. Et eux aussi me connaissent bien. Tous les ans, en novembre, ils me voyaient partir pour le dimanche à Auschwitz, avec des lycéens de Berthelot et parfois quelques sportifs. Et puis, ils suivaient les projets, les courts-métrages, les expositions réalisées au lycée. En septembre, je crois que c'est l'une des premières questions qu'ils m'ont posées sur l'année à venir. Est-ce qu'ils pouvaient aller en Pologne eux aussi? Pas simple. L'année du bac et autant d'agenda sportifs que d'élèves. Mais une vraie motivation. Évidente. Tenace. C'est comme cela qu'est né le projet de cette année. Génération Paris 2024. Sportifs et citoyens. Alors, déjà un premier point sur les mots, les termes, donc mémorial de la Shoah. Shoah, un terme hébreu, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en français, la Shoah? La Shoah, c'est la catastrophe. Pour la Shoah, on retient ce chiffre de 6 millions de victimes. Alors sur ces murs, vous avez exactement 76 000 noms. 76 000 noms qui sont les noms des personnes juives ou considérées comme juives qui ont été déportées depuis la France entre 1942 et 1944. Quand le guide il parlait à côté du mur des noms, c'est vrai que j'écoutais pas vraiment ce qu'il disait. J'étais vraiment choquée et de voir qu'il y avait des enfants qui avaient 2 ans, même pas parfois 1 an. C'est que des noms et des dates, mais la manière dont c'était mis en forme, c'est vrai que c'était vraiment très très touchant et vraiment très bouleversant. Mémoire collective, ouais, c'est cette mémoire que l'on partage dans une société pour exister. Pour se structurer et pour perdurer dans le temps, la mémoire a besoin de quoi? D'exister physiquement. Ce qui est toujours dur à faire en histoire, c'est trouver l'équilibre entre une histoire quantitative, donc ce sont les dates, les politiques, les faits, mais de voir que derrière tout ça, voilà, il y a des histoires d'individus. 7 fois champion d'Allemagne d'affilée, il est considéré comme le meilleur impistard. Il est anti-nazi. Il est anti-nazi, Albert Richter. Fin de l'année, championnat du monde, cette fois à Leipzig. Que va-t-il faire? Il va refuser de porter le maillot de l'équipe d'Allemagne avec la croix gammée. Vous voyez, il porte l'ancien maillot avec l'aigle impérial. Vous voyez, il a profité du sport pour en faire quoi? Tout simplement un moyen de résistance. Le sport, c'est également la résistance. Je le redis, rencontrer Élie, c'est un privilège que vos enfants n'auront pas. Ou même que vos petits frères ou petites sœurs n'auront pas, pour une simple question d'âge. Bonjour tous, je suis donc Élie Buzyn. J'ai accepté de venir de vous parler puisque j'ai appris que vous allez faire ce voyage
que j'ai eu l'honneur de faire il y a pas mal de temps, en 1944, alors que j'avais 15 ans. Même si c'est impressionnant dans un auditorium de poser des questions, même si vous êtes impressionné, etc., n'hésitez pas. Vous allez poser des questions à un rescapé qui, ensuite, quand il est rentré, est devenu un grand chirurgien parisien et dont la fille est aujourd'hui ministre de la Santé. Vous allez être en face de quelqu'un qui a construit une vie extrêmement remplie ensuite. Je prends conscience maintenant que, compte tenu qu'on arrive un petit peu au bout, qu'on doit parler, c'est pour ça que j'ai accepté d'être là, de vous parler de ce qui s'est passé et de ce qui peut se passer plus tard aussi. Et c'est un devoir pour moi, ce n'est pas un plaisir du tout. Je vais disparaître, mais vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. C'est-à-dire vous pourrez dire, vous m'avez vu, vous m'avez entendu, et par conséquent, vous devenez à votre tour le témoin que je suis, et c'est important. Et c'est pour ça que je suis là. Là où ça a vraiment pris du sens, c'était au témoignage d'Élie Buzyn, parce que il a raconté son histoire et le fait qu'elle soit vraie et qu'il l'ait vécue, il arrivait à nous faire ressentir un peu ce qu'il a vécu, même si c'est complètement faux de dire qu'on a ressenti ce qu'il a vécu, mais en nous le disant, il nous a transmis un peu tout ce qu'il a traversé durant ces années. Vous qui êtes jeune, vous qui avez votre vie devant vous, il faut que vous sachiez que l'exclusion, quelle que soit son origine, doit être proscrite et on doit s'y opposer d'une façon extrêmement énergique. Sinon, si vous voulez, tout peut recommencer, et tout peut recommencer d'une façon encore plus violente que cela a été jusqu'à maintenant. Je voudrais qu'on revienne sur deux choses importantes que vous avez dites après la visite. Première chose, beaucoup, vous êtes très nombreux à parler d'émotion. Ok ? Et deuxième chose, vous êtes nombreux à dire, de toute façon, il faut y aller parce que c'est pas la même chose que ce qu'on a. Sur l'émotion, vous l'avez ressenti au mémorial de la Shoah. Vous l'avez évidemment, ça ressort de ce que vous avez dit, encore plus ressenti face à Élie. Et maintenant, vous allez vous rendre sur le lieu où plus d'1,2 million de personnes sont mortes, dont 900 000 juifs. D'accord ? Donc, effectivement, il va y avoir de l'émotion. L'émotion, il faut que ce soit un moyen d'accès à autre chose. La liste, genre j'adore ça, pas ça, liste, je l'ai bien prendre. Petit comme ça, il y a plein de choses qui passent. Bonjour. Allez, 13. Bonjour. 14, 15. Ils sont à moi, ceux-là. Bonjour tout le monde. Arthur, il est là. Arthur, il manque une personne. Quel compte. C'est bon, on peut y aller du coup. On peut y aller, non? Ouais, ton passeport? Je pense que c'est l'un des chapitres en histoire, même avec la géo, qui vraiment m'intéresse le plus. Et c'est vrai que je pense que ça fait ça à pas mal de personnes et on voulait vraiment savoir parce que c'est une partie de l'histoire qui ne s'effacera pas et que je pense que tout le monde veut savoir le pourquoi du comment. Quand on a su qu'on y allait, on était vraiment très contents de pouvoir approfondir ce sujet et de voir qu'elle avait vraiment pris en compte notre investissement dedans. Allô, Alison? Vous demandez peut-être à Constance et à Louis s'ils Vous en voulez des brownies? Des brownies? Des brownies tout frais cuits d'hier soir. Il y a quoi? Ah non alors. Ah bah. Tenons à vous souhaiter la bienvenue pour cette journée d'études et de mémoire à Auschwitz, organisée par le Mémorial de la Shoah.
j'étais impatiente parce que j'avais vraiment envie de découvrir et d'apprendre vraiment. Suite au témoignage d'Élie, ça m'avait vraiment donné envie de comprendre encore mieux ce qui s'était passé. Et c'était aussi un peu d'appréhension parce que c'était quelque chose, Madame Morel nous avait prévenu que ça allait être quelque chose de fort en émotion et de très dur à vivre. Là-bas, en fait, il n'y a rien à voir. Il n'y aura à voir que ce que vous y mettez. Birkenau, notamment, c'est vide. C'est plein d'étendues vides. Et on va marcher, marcher, marcher. Sur site, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Il y a ce que vous allez ressentir. Mais c'est ni bien ni mal. En revanche, vous serez dans le plus grand cimetière du monde. Donc, toutes vos émotions sont possibles. C'est ni bien ni mal, mais le respect, il doit être absolu. Vous faites ce voyage, vous allez devenir, c'est ce qu'Élie vous a dit, des passeurs de mémoire. Donc en fait, ça vous donne aussi une forme de responsabilité. Les paysages étaient des paysages que je voyais tous les jours, mais dans le contexte, ils prenaient une proportion assez dramatique. J'avais l'impression que tout était triste, tout était comme pendant les camps de concentration. Oswiecim est le nom d'origine de cette petite ville polonaise située à environ 70 km de Cracovie. Elle est plus connue sous le nom allemand d'Auschwitz. Oswiecim est en Haute-Silésie, région industrielle de l'Europe centrale. C'est un carrefour ferroviaire qui permet de rejoindre Berlin, Paris ou Budapest, d'où son importance stratégique. En septembre 1939, conformément au pacte germano-soviétique, la Pologne est rayée de la carte. Envahie à l'est par les soviétiques et à l'ouest par l'Allemagne nazie, qui met en marche la conquête de l'Europe. À Oswiecim, les nazis chassent de leur maison les 13 000 habitants, dont plus de la moitié sont juifs. Et c'est alors qu'ils donnent à la ville le nom d'Auschwitz. Le départ a lieu comme prévu, le 20 janvier à 6 h du matin, au cœur de l'hiver. L'angoisse tenaille les ventres. Chacun fait bonne figure pour ne pas céder au désespoir, surtout devant les enfants. Le convoi est composé de 1368 personnes, dont 632 hommes, 515 femmes et 221 enfants de moins de 18 ans. La plus âgée est Esther Bensasson, 82 ans. Le plus jeune est Alain Gross, né le 29 octobre 1943. Il a 3 mois. Ces familles se serrent dans le froid glacial de janvier, dans le silence rompu par les grincements du train qui entre en gare et les ordres criés. Les wagons sont inconfortables. Ils sont habituellement utilisés pour le transport du bétail. On se regroupe par affinité et par sympathie. On monte sans se plaindre, malgré l'angoisse qui pèse. On s'entasse au mieux. 100 par wagon, fermé de l'extérieur. Tout le monde entre dans le camp. C'est pour ça qu'on donne ici le nom de rampe des Juifs, parce que c'est ici qu'avait lieu la sélection pour les Juifs. Alors, je voudrais juste insister, Jadwiga vous a dit, quand les trains arrivent, alors vous imaginez bien évidemment, un train qui est long, c'était à peu près 800 personnes par convoi, 800 000 personnes par convoi, et quand le convoi arrive, bien évidemment, avec les conditions, il y a déjà beaucoup de décès. Et pourquoi il y a beaucoup de décès? Vous savez que de France, la déportation se fait de Drancy, le camp de Drancy, et il faut à peu près 3 jours et 3 nuits pour arriver ici. On est dans des trains à bestiaux, bien évidemment, et les conditions ne sont pas des conditions humaines. Et pendant toute notre journée, on va retrouver cette volonté de déshumaniser la victime.
On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d'Auschwitz-Birkenau. On voit les maisons sur le côté, on voit le chemin énorme qui ne s'arrête pas, qui va jusqu'au-delà des arbres. On s'est dit, ils ont vraiment fait les choses en grand, ils ont essayé de bien faire les choses pour faire quelque chose aussi horrible. Celles qui avaient été séparées des leurs commençaient à s'inquiéter, se demandant où étaient passés leurs parents ou leurs enfants. Ce qui était en train de se produire à quelques dizaines de mètres de nous était si inimaginable que notre esprit était incapable de l'admettre. On voit les rails, où il y a eu les trains qui sont arrivés, où il y a eu la séparation, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants. Donc il y a eu des familles cassées qui ne se sont plus jamais revues après cet endroit, donc c'est un endroit symbolique. Sur la photo, il n'y a pas beaucoup de soldats. Regarde, lui il regarde même pas, etc. Tu en as quelques-uns qui discutent entre eux, et tu vois bien que tout se passe très bien. Il y a une mise en scène permanente ici. Il faut absolument que pour aller plus vite, tout se passe bien. Nous, ça nous paraît aberrant. On voit les cheminées, on sait ce qui se passe, etc. Quand on arrive en 1944, on n'a absolument aucune idée que quelqu'un a pensé à la Shoah industrielle. En moins de 10 minutes, je me trouvais faire partie du groupe des hommes valides. Ce qu'il advint des autres, femmes, enfants, vieillards, il nous fut impossible alors de le savoir. La nuit les engloutit, purement et simplement. Ainsi disparurent en un instant, par traîtrise, nos femmes, nos parents, nos enfants. Presque personne n'eut le temps de leur dire adieu. Nous les aperçûmes un moment encore, telle une masse sombre à l'autre bout du quai, puis nous ne vîmes plus rien. Ils ont été dynamités par les nazis pour effacer les preuves, d'accord ? Les seules preuves de ce passage-là, de ce moment-là, ce sont ces photos, entre guillemets les seules preuves, ce sont ces photos. Et encore une fois, quand on voit ce bâtiment, on ne peut absolument pas imaginer ce qui se passe en dessous. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de tout, que tout effacer derrière. On connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé et on se dit que voilà, on aurait eu très peur, mais eux, ils savaient vraiment pas ce qui allait se passer et je trouve ça d'autant plus horrible parce qu'ils étaient là, ils ne comprenaient pas ce qui se passait et ils n'avaient aucune peur alors qu'ils allaient pour la plupart mourir dans quelques instants. Des années se sont écoulées depuis que la dernière fournée de malheureux est entrée nue dans les chambres à gaz, poussée par les chiens et les gardes. Par des gardes pires que leurs chiens, car cela a été possible. Ce crime sans nom est un crime vraiment infini, dont l'horreur s'approfondit à mesure qu'on l'analyse. On croyait savoir et on ne savait pas encore, ni à quel point. Nous-mêmes, qui aurions tant de raisons de savoir, nous apprenons chaque jour quelque chose de nouveau. Il y a des porte-manteaux, on leur dit de mettre leurs lacets ensemble, etc., etc. Donc vraiment, si tu veux, elles ne peuvent pas imaginer. Et après, on fait rentrer les hommes. Et quand il y a eu des scènes de panique, ça a été à ce moment-là. C'est-à-dire quand les hommes sont rentrés, du coup, ils sont poussés par les nazis. Et quand les hommes sont rentrés en même temps, ils se sont rendus compte que voilà, ça ne pouvait pas être de la désinfection, ça ne pouvait pas être ce qu'on leur avait dit. Ouais. Mais c'est la fin. C'est-à-dire que juste après que les... Bah oui, c'est trop tard. On s'est retrouvés devant le crématorium qui a été détruit par les résistants. Quelque chose d'unique parce que c'est les résistants qui ont voulu détruire parce que ils voulaient résister face à ce qui se passait dans ce camp. Alors quel sens on peut donner à ça? De faire sauter ça? Il y a des gars vous l'a dit, voilà, au moins quand il a sauté, il ne fonctionne plus. Mais on sait qu'il y en a d'autres. Le sens c'est juste, de toute façon on va mourir, mais au moins on aura choisi notre manière de mourir. Et ici, il y a un crématorium qui n'a pas pu fonctionner jusqu'à la fin. C'est pas beaucoup, mais c'est symbolique. Vous savez, c'est cette phrase aussi qu'on a vue des résistants qui disent « Je ne me battais pas pour la vie, mais pour le prix de la vie ». Et qui raconte l'histoire de l'abeille et qui dit que on peut écraser une abeille dans sa main, mais elle nous piquera avant de mourir. Et que si l'abeille ne piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles. C'est exactement la même chose.
Depuis que je suis au camp, j'ai déjà dû assister à 13 pendaisons. Mais les autres fois, il s'agissait de délits ordinaires. Vol aux cuisines, sabotage, tentative d'évasion. Cette fois-ci, c'est autre chose. Le mois dernier, un des fours crématoires de Birkenau a sauté. L'homme qui mourra aujourd'hui devant nous a sa part de responsabilité dans cette révolte. Il mourra aujourd'hui sous nos yeux, et peut-être les Allemands ne comprendront-ils pas que la mort solitaire, la mort d'homme qui lui est réservée, le vouera à la gloire et non à l'infamie. Ils sont partis avec leurs objets du quotidien. Ça vous montre bien qu'on devait encore cet après-midi. Alors pensez aussi à ce que c'est que la vie à l'époque. Il y a des gens ici qui ont vu leur père ou leur mère nus pour la première fois. On était dans une pudeur très très importante et qu'on ne voyait pas. Un déporté m'a dit un jour qu'il était entré ici homme et qu'il était ressorti, il ne savait pas me dire quoi, mais homme il ne l'était plus. Il y a 10 millions de morts dans la Première Guerre mondiale, 50 millions dans la Seconde, il y a 6 millions de Juifs qui ont disparu pendant la guerre, etc. Et en fait, on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente. On n'arrive déjà pas à compter des gens dans une manifestation. En revanche, on peut imaginer que derrière ces personnes, il y a une histoire. Et chaque histoire est particulière. Et ces photos nous permettent de réhumaniser justement ces chiffres qui sont devenus que des données statistiques. Là, on essaye d'imaginer que c'est celui-là, oh, c'est un mariage, etc. On va leur redonner l'humanité qu'on leur a enlevée. Pendant des mois, Jung se soumet à une discipline drastique. Il loge maintenant dans une pension de famille, boulevard Saint-Michel, près du jardin du Luxembourg, où il pratique son footing matinal. Il se lève tôt, se couche tôt, rentre chez lui après le travail et l'entraînement. Une existence d'ascète, à 100 lieues des plaisirs qu'il imaginait à Tunis. Pas pour lui les jolies filles élégantes qui embrassent les garçons dans le jardin, sans gêne, devant tout le monde, libres et épanouis. Il ne doit penser qu'à la boxe. Simple, il n'a pas la prétention de vivre comme une vedette. Il n'est pas intéressé par la gloire. Seuls les résultats sportifs lui importent. Il a pour ambition de prendre part aux compétitions les plus prestigieuses. Il a également pour projet d'intégrer l'École normale d'éducation physique, ENEP, qui forme les futurs professeurs de sport. Il est généreux. Il aime faire partager ses passions, ce pourquoi il est fait. Il veut transmettre aux plus jeunes ce qu'il connaît. Naturellement, il réussit à intégrer l'ENEP. Là, il apprécie l'esprit de franche camaraderie qui règne dans l'établissement. Et y contribue largement. Son rire franc résonne dans les vestiaires. Le voyage a duré 2 jours et demi, du 13 avril à l'aube au 15 au soir à Auschwitz-Birkenau. C'est une des dates que je n'oublierai jamais. Avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France, le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. Vous arrivez à réaliser ce que vous êtes en train de voir? C'est impressionnant de se dire que c'est vrai, en fait, que c'est réel.
Là, on arrive mieux à réaliser ce qui s'est passé et ce que les gens ont vécu, quoi. Mais ouais, c'est impressionnant. C'est plein de fantômes, comme certains disent. Ouais, c'est vrai que c'est plein de fantômes et c'est assez impressionnant. Ouais. Et à chacun d'entre eux, je donnerai un nom et un monument. À chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant. Et à chacun d'entre eux, je donnerai un nom et un monument. À ceux qui se sont battus et à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se battre. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons. Vous qui trouvez, le soir en rentrant, la table mise et des visages amis. Considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sang froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. On va avoir des endroits qui vont être encore plus, si c'est possible, chargés d'émotions et que ce matin. Où en fait, vous avez surtout vu à quel point c'était grand et à quel point il y avait peu de choses. Là, ça va devenir plus concret. Vous allez revoir finalement dans le musée la même chose que ce que vous avez vu ce matin, mais explicité, ce qui quelquefois est plus difficile. Si les lagueurs avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d'une âpreté nouvelle. Celui qui nous manque pour expliquer ce que c'est que peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de 0, avec, pour tout vêtement, une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile. Et dans le corps, la faiblesse et la faim, et la conscience que la fin est proche. Ceux qui ne mourront pas souffriront à chaque minute de chaque jour et pendant toute la journée. Depuis le matin avant l'aube jusqu'à la distribution de la soupe du soir, ils devront tenir les muscles raidis en permanence, danser d'un pied sur l'autre, enfouir leurs mains sous leurs aisselles pour résister au froid. Ils devront dépenser une partie de leur pain pour se procurer des gants et perdre des heures de sommeil pour les réparer quand ils seront décousus. Les blessures de nos mains se rouvriront. Et pour obtenir un pansement, il faudra chaque soir faire la queue pendant des heures, debout dans la neige et le vent. Face à cette carte, oui, ça m'a fait réagir parce que c'est là où on voit le nombre de personnes qui est venu. D'où ça vient, toute l'Europe est représentée dans ce camp, quoi. Ça vient pas d'un endroit, ça vient de partout. Il y a énormément de monde et du coup là on se rend compte que oui, c'est quelque chose qui a une énorme ampleur sur l'Europe. Un gradé SS vint à notre rencontre, une matraque à la main. Il ordonna homme à gauche, femme à droite. 4 mots dits tranquillement, indifféremment, sans émotion. 4 mots simples, brefs. C'est l'instant pourtant où je quittais ma mère. Je n'avais pas eu le temps de penser que déjà je sentais la pression de la main de mon père. Nous restions seuls. Je les vis s'éloigner. Ma mère caressait les cheveux blonds de ma sœur, comme pour la protéger. Et moi, je continuais à marcher avec mon père, avec les hommes. Je ne savais point qu'en ce lieu, en cet instant, je quittais ma mère et Zipporah pour toujours. On fait croire aux personnes qu'elles vont juste prendre une simple douche et il y a des crochets pour poser les vêtements, vraiment comme un vestiaire. Entre 2 passages, les gardes enlèvent tous les vêtements pour faire croire que vraiment ils ont vraiment pris une douche alors que toutes ces personnes elles sont mortes. Tout était carré pour tuer des gens en fait. Ils marchent bien en ordre, qu'on ne puisse rien leur reprocher. Ils arrivent à une bâtisse et ils soupirent.
Enfin, ils sont arrivés. Et quand on crie aux femmes de se déshabiller, elles déshabillent les enfants d'abord, en prenant garde de ne pas les réveiller tout à fait. Après des jours et des nuits de voyage, ils sont nerveux et grognons. Et elles commencent à se déshabiller devant les enfants, tant pis. Et quand on leur donne à chacune une serviette, elles s'inquiètent. Est-ce que la douche sera chaude parce que les enfants prendraient froid? Et quand les hommes, par une autre porte, entrent dans la salle de douche nus aussi, elles cachent les enfants contre elles. Et peut-être alors, tous comprennent-ils. Il est impossible d'aller plus bas. Il n'existe pas. Il n'est pas possible de concevoir conditions humaines plus misérables que la nôtre. Plus rien ne nous appartient. Ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Si nous parlons, ils ne nous écouteront pas. Et même s'ils nous écoutaient, ils ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom. Et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. Quand je suis arrivée devant ce bassin, j'ai eu direct les larmes aux yeux qui sont vraiment montées et je me suis imaginée Alfred Nakache en fait en train de faire ses longueurs dans le froid, dans ce bassin noir. Ça m'a bouleversée, ça m'a attristée. On vient le chercher à l'infirmerie. Injonction lui est donnée de se déshabiller et de plonger pour montrer ses qualités de nageur. Amaigri et faible, grelottant dans l'eau glacée, il s'exécute. Alfred est combatif, sous le regard méprisant et haineux des Allemands. Mais il profite de ces rares moments pour retrouver ses sensations. Son corps se dénoue, ses muscles se tendent, ses bras fendent l'eau. Oubliant ses tortionnaires, oubliant la situation, il a l'impression de se retrouver lui-même, de vivre. Des moments de grâce qu'il cherchera à réitérer. Quand on rentre dans les pièces et on voit des photos d'enfants tout maigres, tout déformés, on s'est servi d'eux, quoi. Et pour moi, c'est quelque chose d'atroce. Et ouais, je me mets à leur place, j'imagine des gens à qui je tiens et je dis que ça arrivait à des personnes qui avaient leur famille, leurs parents et que ouais, ils se sont vus détruire. Genre, tu peux rien faire alors que tu te vois faiblir, quoi. Donc pour moi, ça a été vraiment dur de voir ça. Nous avons voyagé jusqu'ici, dans les wagons plombés. Nous avons vu nos femmes et nos enfants partir pour le néant. Et nous, devenus esclaves, nous avons fait 100 fois le parcours monotone de la bête au travail. Morts à nous-mêmes, avant de mourir à la vie, anonymement. Nous ne reviendrons pas. Personne ne sortira d'ici. Qui pourrait porter au monde, avec le signe imprimé dans sa chair, la sinistre nouvelle de ce que l'homme, à Auschwitz, a pu faire d'un autre homme. Espèce de petit cachot d'1 mètre sur 1 mètre dans lequel ils enfermaient les... Alors je me souviens plus exactement dans quel cas est-ce qu'ils étaient enfermés à l'intérieur, mais quand j'ai vu la pièce, c'est-à-dire que quelqu'un devait rester ici plusieurs heures, voire plusieurs jours, sans boire ni manger, dans le noir, dans une pièce d'1 mètre sur 1 mètre. Je trouvais ça pareil, physiquement ça m'a impacté un peu.
Les Justes parmi les nations, donc c'est un titre donné par l'État d'Israël après la guerre, à quiconque s'est mis en danger pour sauver une vie juive. Ce sont les policiers qui, à Nancy, sans savoir qu'ils étaient tous les deux résistants, ont tous les deux prévenu la même concierge qui, après la guerre, leur a fait remarquer à tous les deux qui lui avait dit la même chose. C'est chacun à sa place. Celui qui pouvait faire des faux papiers pour plusieurs dizaines de milliers de personnes, il les a fait, ou pas. Celle qui pouvait sauver un petit garçon, elle l'a sauvé ou pas. Ça veut dire que qui sauve un homme, sauve l'humanité. Qui sauve une vie, sauve l'idée qu'on doit se faire de l'humanité. Et c'est là, c'est à ce moment-là. Parce qu'après, c'est trop tard. Et ça, si la visite d'aujourd'hui, elle a un sens, c'est ce que vous avez fait au mémorial de la Shoah, ça a un sens, c'est bien celui-là. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle est passée. Et ça, qu'il y a le temps des rafles et qu'à ce moment-là, il y a le temps des justes, vous ne devez pas l'oublier. Car si ici, ça a un sens, c'est pour que vous regardiez le monde dans lequel vous grandissez et vous allez vivre autrement. Ô vous qui savez, saviez-vous que la faim fait briller les yeux, que la soif les ternit? Ô vous qui savez, saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes? Ô vous qui savez, saviez-vous que le matin on veut mourir, que le soir on a peur? Ô vous qui savez, saviez-vous qu'un jour est plus qu'une année, une minute, plus qu'une vie? Ô vous qui savez, saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier? Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas? Il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse. Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur pas de frontières? Le saviez-vous, vous qui savez? J'avais dit au début que je pense que j'aurais eu du mal à rentrer. Mais bien sûr, j'y ai été quand même parce que je pense que je le devais à tous ces milliers de personnes qui sont décédées. Et c'est vraiment quelque chose, quand on rentre dedans, on sait très bien qu'on va en ressortir. Et malgré tout, c'est quelque chose de très angoissant. À la fin, avec tout ce qu'on a eu, tout ce qu'ils nous ont dit dans la journée, c'est assez pesant. Ça pèse beaucoup. On a l'impression d'avoir un peu un rôle à jouer après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste ici, il faut que vraiment le monde entende ce qui s'est passé là-bas. Et je sais que l'expérience d'Auschwitz, elle m'a beaucoup apporté parce qu'elle m'a beaucoup appris sur notre histoire un peu. Et je pense que ça m'a permis de grandir aussi d'un certain côté. Il faut être actif et prendre ce voyage comme une leçon pour vraiment pas que ça se reproduise et qu'on apprenne du passé tout simplement. Je pense que ça peut faire mûrir. Je me remémore ce que j'ai vu et je me dis ouais, fais quand même attention à ce que tu dis, à ce que tu peux dire, à ce que tu peux faire. Parce qu'au final, même si c'est un petit mot, imaginons que ça peut blesser quelqu'un, tout peut aller vite en fait. Dans le sport collectif, déjà, on joue
tous ensemble, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre nationalité. On joue ensemble, on est une équipe, on joue les uns pour les autres. Et ça montre que peu importe qui on est, on ne doit pas avoir d'a priori de différence. J'essaie vraiment de faire passer personnellement des valeurs que j'apprécie et que je pense qui sont indispensables. Et c'est vrai que si au passage, en plus de ces valeurs, ajouter, on va dire, un petit message, une petite mise en garde ou des choses comme ça. Le fait de faire du sport, je me sens plus responsable qu'une personne normale puisqu'on porte le maillot de la France, on porte les valeurs de la France, de notre pays. Du coup, savoir cette mémoire et la transmettre, ou enfin, savoir réellement ce qui s'est passé, je pense que c'est important parce qu'on dégage une certaine image aux gens. Après avoir fait ce voyage, je conseille juste aux gens de profiter de tout ce qui peut leur arriver et de prendre tout ce qu'ils ont à prendre tous les jours. Bon, ça y est, vous l'avez fait. On est à la fin de l'année. Je voudrais qu'on reprenne juste quelques instants pour revenir sur le sens du projet. On a travaillé sur beaucoup de textes, beaucoup d'images, vous avez rencontré des témoins, et puis on est allé en Pologne, vous êtes allé à Auschwitz. Quand je relis tout ce que vous avez écrit depuis, et que je vais garder dans ma boîte à trésors, je me rends compte que vous avez tous pris conscience de la réalité de cette histoire dans toute son horreur. Que vous êtes devenus des passeurs de mémoire, et que vous avez aussi pris conscience que tout cela était né sur un continent, l'Europe, qui à l'époque donnait des leçons de civilisation au monde entier, l'Allemagne, un pays riche, cultivé, éduqué, et que le pire du pire est né là. Mais à ce moment-là, c'était la crise. Alors s'il vous plaît, partout où vous allez aller maintenant, écoutez ce qui se passe autour de vous. Écoutez les discours des uns et des autres. Et souvenez-vous de cette phrase de Primo Levi. C'est arrivé, cela peut donc arriver encore. Si ça a un sens, c'est bien celui-là. Ça, c'est une première chose, mais qu'on aurait presque pu faire à partir des manuels d'histoire. La deuxième, elle me semble encore plus importante. C'est que vous avez pris conscience qu'à Auschwitz, ça n'est pas le délire d'un homme, ou même d'un peuple, ou même d'une idéologie à un moment donné. À Auschwitz, c'est le fruit d'un long processus. Et c'est aussi le fruit de nombreux renoncements. Le renoncement des démocraties face au fascisme, face au nazisme. Ça a été le renoncement des peuples, et puis ça a été le renoncement des voisins, quand on est venu chercher les autres dans l'immeuble. Ça, c'est peut-être l'essentiel. Et Elie Buzyn vous l'a dit. Tout cela, ça a commencé par de l'exclusion, par de la stigmatisation. Ça n'a pas commencé par les chambres à gaz. Et par des gens qui regardaient ailleurs quand on maltraitait leurs voisins. Alors, vous portez à chaque compétition les couleurs de la France. Derrière ce drapeau, il y a un pays, il y a une nation, il y a une démocratie, il y a une république et il y a surtout des valeurs. Liberté, égalité, fraternité, respect de l'autre, bienveillance, respect des différences, tout ça, ce ne sont pas que des mots. Ça n'existe que parce que nous, on les fait vivre. Alors, nous sommes entrés dans cette Olympiade. Vous êtes la génération Paris 2024. Je ne suis pas sûre que ces valeurs, vous puissiez les porter plus vite, mais je suis certaine que si vous voulez être à la hauteur de ce qu'on a vécu ensemble cette année, vous allez les porter plus haut et plus fort.